Imaginez un instant, une simple décision administrative est prise à Pékin. Pas de grande annonce, Rien. Et pourtant, quelques semaines plus tard, à des milliers de kilomètres de là, les chaînes de montage de 12 usines automobiles en Allemagne s'arrêtent. Net. Le lien a l'air invisible, mais il est absolument direct. Et c'est justement cette chaîne de conséquences qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Absolument. On va se pencher sur une analyse qui montre très concrètement les répercussions d'une arme économique dont on parle beaucoup, la restriction par la Chine de ses exportations de minerais essentiels. Oui, et notre discussion, elle s'appuie sur une vidéo qui retrace ce fil de la froideur d'une salle de réunion diplomatique jusqu'au silence des usines. Ça révèle une vulnérabilité assez spectaculaire de l'industrie européenne. Notre objectif, c'est donc de remonter ce fil, de comprendre comment une rencontre au sommet a pu en fin de compte mettre en péril plus de 100 000 emplois en Allemagne. C'est une histoire de pouvoir, de dépendance. Et de géopolitique qui se joue loin, très loin des caméras. Et ça illustre parfaitement qu'aujourd'hui, la vraie puissance, ce n'est plus seulement les déclarations publiques, mais c'est le contrôle silencieux des ressources qui font tourner notre monde. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ. La source qu'on analyse situe le début de tout ça à la fin de l'année 2025. C'est ça. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en visite à Pékin. Le climat est déjà, disons, un peu lourd. D'accord. Moi, c'est un détail, presque visuel, qui frappe tout de suite. La vidéo insiste beaucoup là-dessus. Ah oui? C'est-à-dire la mise en scène de l'accueil. Ou plutôt l'absence de mise en scène. Pas de tapis rouge, pas de grande réception officielle pour la représentante de l'Union européenne. Ah d'accord, le message est clair. Il est très clair, surtout quand on met ça en contraste avec autre chose. Au même moment, les grands patrons de l'industrie allemande, eux, sont reçus avec tous les honneurs. Le message, c'est un peu « votre business, oui, votre politique, beaucoup moins ». C'est une manière d'établir d'emblée un rapport de force, quoi. Exactement. Mais la rencontre a quand même lieu dans l'imposant grand hall du peuple. Et là, j'imagine que le ton change. Ah oui, Ursula von der Leyen, elle, ne prend pas de gants. Elle met des exigences très claires sur la table. Comme quoi, par exemple, que la Chine prenne ses distances avec la Russie, qu'elle ouvre plus ses marchés et qu'elle accepte de parler de la question des droits de l'homme. C'est un front uni des demandes européennes présentées de manière très directe. Et comment réagit Xi Jinping? On a une confrontation, un débat un peu houleux. Et c'est là que ça devient fascinant. L'analyse décrit sa réaction comme un silence de plomb. Il écoute, il ne contredit rien, mais il n'approuve rien non plus. Pas un mot en public. Rien. Il quitte la salle. Et à Bruxelles, la communication officielle parle d'un dialogue franc. Mais avec le recul, ce silence, c'était quoi? C'était un avertissement. Un avertissement qui ne tarde pas à se concrétiser, j'imagine. Mais pas par une déclaration politique. Non, la riposte est beaucoup plus subtile et bien plus efficace. Quelques mois plus tard, une simple note administrative du ministère chinois du Commerce. Une note administrative. Oui, un truc technique, presque bureaucratique, qui n'est même pas pour la presse internationale, mais son contenu est... Explosif. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Elle annonce une restriction des exportations de plusieurs matières premières critiques, les terres rares, qui sont indispensables pour les moteurs électriques, et aussi le gallium et le germanium. Alors, gallium, germanium. Pour ceux qui ne sont pas ingénieurs, pourquoi ces deux éléments sont si cruciaux? Parce qu'ils sont au cœur de la technologie de pointe. Le gallium, c'est essentiel pour les semi-conducteurs de nouvelle génération, ceux de la 5G, des radars des voitures autonomes. D'accord. Et le germanium, c'est vital pour la fibre optique, l'infrarouge. Sans ça, pas d'électronique de pointe. Et sans électronique de pointe, une voiture moderne, elle ne sort pas de l'usine. C'est un point de blocage total. Et c'est là qu'un chiffre, un seul, vient tout éclairer. 70%. Oui, 70%. C'est le niveau de dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Chine pour ces matériaux. L'analyse qu'on a montre que ce chiffre, qui dormait dans des rapports d'experts, est soudainement devenu la priorité numéro 1 dans les analyses de risque des boîtes allemandes. Ce n'était plus une statistique, c'était un danger immédiat. Voilà, un risque industriel majeur. Et la chaîne de conséquences, du coup, elle devient évidente. Pas de minerais, pas de puces, pas de moteur électrique, pas de moteur, pas de voiture. Et ça se met en place à quelle vitesse, finalement? En quelques semaines. C'est ça qui est le plus frappant. Volkswagen est le premier à signaler des retards. Très vite, d'autres constructeurs suivent. Et le bilan, que la source juge d'ailleurs très sous-estimé par les médias, il est lourd. C'est-à-dire? 12 usines en Allemagne sont obligées de ralentir ou d'interrompre complètement leur production. 12. 12 usines, c'est un chiffre énorme. Et vous dites que l'info a été peu relayée. C'est difficile à imaginer.
C'est un des points clés de l'analyse. À Berlin, le discours officiel parle d'effets temporaires. À Bruxelles, on parle de la nécessité d'une adaptation stratégique. Le langage est très maîtrisé. Oui, de la langue de bois, quoi. On peut dire ça. Mais sur le terrain, ce sont plus de 100 000 emplois qui sont qualifiés d'incertains. C'est une épée de Damoclès. On a une collision frontale entre la réalité dans les usines et le discours politique qui se veut rassurant. Et ce n'est pas tout. La source mentionne un deuxième incident qui vient confirmer cette dynamique. Exactement. Comme pour enfoncer le clou, aux Pays-Bas, un fournisseur de puces chinois, qui est très important pour l'Europe, se voit retirer son accès au marché. C'est une décision prise sous la pression de Bruxelles, dans une logique de découplage technologique. Et la réaction de Pékin? Immédiate. En quelques heures, un arrêt ciblé des exportations est décrété. Et de nouveau, des lignes de production s'arrêtent, notamment chez Volkswagen. La démonstration de force est limpide. Limpide. Le message, c'est une décision politique à Bruxelles égale une conséquence économique immédiate orchestrée depuis Pékin. On voit bien le tableau. L'Europe semble complètement prise en étau. L'analyse la décrit comme coincée entre la Chine pour les matières premières, la Russie pour l'énergie et les États-Unis avec les menaces de tarifs douaniers. Face à ça, quelles sont les réactions politiques concrètes? Alors, elles sont assez révélatrices d'une forme d'impuissance. À Berlin, on assure qu'on travaille à une coordination avec Bruxelles. Pendant ce temps, à Bruxelles, la Commission met en avant son concept phare. Laissez-moi deviner, l'autonomie stratégique. Gagné. Justement, ce terme, on l'entend partout, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça peut remplacer le germanium qui manque aujourd'hui sur une chaîne de montage? C'est toute la question, et la source est très critique là-dessus. L'autonomie stratégique en pratique, ça veut dire quoi? Ouvrir des mines en Europe, construire des raffineries, ce sont des projets qui prennent 10, 15 ans, minimum. Sans parler des résistances locales et écologiques. Bien sûr. Donc c'est un objectif pour 2040, pas une solution pour une usine qui s'arrête en 2026. Le décalage entre l'ambition et la réalité, il est abyssal. C'est sur le plan politique en Europe. Évidemment, la crise devient une norme. En Allemagne, l'analyse cite Friedrich Merz de la CDU qui demande des comptes. Plus à droite, Alice Weidel de l'AfD parle d'un autosabotage économique orchestré par Bruxelles. Et ce n'est pas seulement en Allemagne. Non, c'est partout en Europe. En Hongrie, Viktor Orban y voit la preuve de l'impasse stratégique de l'UE. En France, en Italie, Macron et Meloni parlent de souveraineté européenne. Mais pendant ce temps, leurs propres usines commencent aussi à ralentir. Et le plus fou dans tout ça, C'est que pendant que l'Europe débat sur les mots autonomie, souveraineté et fait des plans sur 10 ans, les autres, eux, agissent. La vidéo fait un parallèle saisissant. c'est-à-dire La Chine consolide ses chaînes d'approvisionnement en Asie, la Russie réoriente son énergie vers l'Est et les États-Unis vendent leur gaz, leur technologie, leurs armes. L'Europe, elle, semble condamnée à réagir toujours en réaction. Donc si on résume, on a une rencontre diplomatique tendue, une mesure administrative quasi invisible, et ça provoque l'arrêt de dizaines de chaînes de production. Est-ce qu'on est en train de dire que le vrai pouvoir aujourd'hui, ce n'est plus la diplomatie, mais c'est la maîtrise d'une ligne dans un fichier Excel à Pékin? Position politique de Bruxelles ou la réalité économique contrôlée par la Chine. La vraie démonstration de puissance en 2026, ce ne sont plus les déclarations, mais le contrôle des ressources. Et au final, les chiffres qui restent, ils sont implacables. 70% de dépendance, 12 usines affectées, 100 000 emplois menacés. Ça ne disparaît pas avec un discours, non. Et la source suggère même qu'une question autrefois taboue commence à être posée dans les cercles économiques allemands. Quelle est encore notre marge de manœuvre réelle? Pour finir, l'analyse propose une réflexion un peu plus large, une sorte de mise en garde. Oui, elle souligne un schéma qui se répète et qui est assez inquiétant pour l'Europe. Étape par étape, elle semble perdre les piliers de sa puissance. D'abord, l'énergie bon marché, après la rupture avec la Russie. Ensuite, les matières premières, on vient de le voir. Exactement. Et le prochain maillon faible identifié, ce sont les puces électroniques, où la dépendance est tout aussi criante. Chaque crise peut s'expliquer séparément, mais quand on les met bout à bout, ça dessine une trajectoire. Une trajectoire de fragilisation, oui. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une pensée à emporter. Si cette tendance continue, si l'Europe perd le contrôle sur l'énergie pour faire tourner les machines, les matériaux pour les construire et les puces pour les rendre intelligentes, que signifiera vraiment, à terme, le concept de souveraineté européenne ?